pour nous afin que nous puissions être ensemble. Donc, ça va être une session qui va être organisée par les 3 communautés des gardiens de la Terre, en français, anglais et espagnol. Ça va être une session avec 3 langues, en anglais, français et espagnol. Si vous avez besoin de la traduction, if you need, si vous avez besoin de la traduction, vous pouvez voir en bas, il y a un bouton interprétation. Vous pouvez cliquer dessus et choisir la langue de votre choix, anglais, français ou espagnol. Si, euh, si vous avez besoin d'une traduction, cliquez sur le bouton interprétation et OK. Et ensuite, vous pouvez choisir espagnol si vous avez besoin de l'espagnol, de la traduction espagnole. Et c'est pareil pour ceux qui ne comprennent pas le français et l'espagnol. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de traduction en anglais et vous pouvez cliquer sur le bouton interprétation que vous pouvez trouver sur votre écran Zoom et vous allez choisir et cliquer sur anglais. OK. Donc, euh, nous allons être ensemble pour à peu près 2 heures et on va commencer cette session en revenant à notre corps, en revenant à notre souffle et dans le moment présent. Juste en profitant du fait d'être ensemble grâce à Zoom, c'est une expérience extraordinaire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont situées en Europe, aux États-Unis, en, en Amérique du Sud et un peu partout dans le monde entier. Je vais demander à tout le monde d'éteindre vos micros pour que nous puissions générer une puissante énergie de concentration, de paix ensemble et pour une durée de 10 minutes. Et Aude va inviter 3 sons de la cloche pour commencer notre session et nous allons terminer avec 2 sons de la cloche. Aude, si tu peux enlever le mode muet et peut-être s'il vous plaît, si vous êtes en train de manger ou de boire, si vous êtes en train de vous réveiller, je vais vous demander votre soutien et d'éteindre votre vidéo. Et peut-être que vous pouvez nous rejoindre un petit peu plus tard, après la méditation assise, pour que la partie visuelle ne perturbe pas ceux qui veulent arriver et être concentrés. Donc si vous êtes en train de bouger, de manger, de boire, parce que peut-être que vous vous levez et qu'il est tôt à la maison, nous invitons à éteindre votre vidéo et vous pourrez rallumer votre vidéo après l'assise. Merci. Aude?
Donc, bienvenue à tous. Je suis heureuse de voir beaucoup de visages familiers, beaucoup de noms. Donc, nous vous invitons à allumer votre vidéo pour que ce soit plus humain, euh, plus humanisé que d'avoir des écrans noirs. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous avec votre vidéo. C'est plus agréable de se voir les uns les autres, les unes les autres. Et je vais demander à Nando de maintenant partager quelques mots. Oui, je voudrais demander à Nando de partager quelques mots sur Michael avant que Michael euh, nous offre un enseignement. Je pense que le sujet, c'est l'éthique de l'inter-être. Donc nous sommes tous et toutes très excités d'entendre le partage de Michael. Donc pour ceux qui arrivent, veuillez vous assurer que vous êtes en mode muet. Et si vous avez besoin, donc frère Michael va partager en espagnol. Donc si vous ne comprenez pas l'espagnol, veuillez s'il vous plaît cliquer sur les boutons qui sont en dessous interprétation et vous pouvez choisir soit l'anglais ou le français. Pour les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, vous pouvez continuer à écouter en français en cliquant sur le bouton interprétation et en choisissant la langue qui vous convient. Et vous pouvez également désélectionner le son original, sinon vous allez entendre et Michael et la traduction. Donc si vous voulez juste la traduction, vous pouvez désélectionner le son de l'audio originel. Donc j'espère que c'est bon pour tout le monde. Peut-être qu'on peut s'accorder quelques secondes pour que les gens puissent trouver donc le bouton interprétation et ensuite vous pouvez choisir votre langue. Donc vous pouvez suivre, afin que vous puissiez suivre le partage de Michael qui va être en espagnol. Et maintenant, je voudrais inviter Nando à partager quelques mots sur Michael avant son enseignement. Cher Tai, cher Sangam, est-ce que vous m'entendez bien? Je suis enchantée vraiment de pouvoir présenter le frère Michael, Chan Phap Song, la vraie montagne du Dharma. Et en plus, particulièrement heureux de pouvoir le faire un jour, le jour où il célèbre les 20 ans d'être enseignant du Dharma. Donc je suis allée sur Google et il a reçu la transmission de la lampe en janvier 2013. Donc c'est son anniversaire de transmission de la lampe. Michael, ou Michel, parce que nous parlons en français, a une trajectoire bouddhiste assez large et avant de connecter avec le village des pruniers, il y avait déjà cette trajectoire, mais un jour il a lu un livre de Thaï, La paix est dans chaque pas, qui l'a beaucoup inspiré et qui l'a amené à visiter le monastère pour la première fois en 1996. Et ce qu'il a découvert, ça l'a fasciné. Et ça l'a poussé à rester et à s'ordonner comme un moine un an après ça, en 1997. Et en 1998, juste un an après, il avait reçu l'ordination complète et les 14 entraînements à la pleine conscience. Et il a commencé sa vie monastique qui a duré 15 ans, si j'ai bien compris, au village des pruniers, dans les monastères également des États-Unis. Et il a eu l'honneur et le privilège de beaucoup voyager avec Thaï et dans son enseignement, d'être présent à son enseignement. Et en 2002, il est revenu à la vie laïque. Donc, il est maître laïque et il donne des enseignements absolument géniaux. Il facilite des retraites.
Il dirige des programmes de mindfulness. Il n'a jamais arrêté, il n'est jamais parti à la retraite. Même pas, enfin, depuis 2002, et au contraire, il a travaillé encore plus. Et il a un nom assez particulier pour un espagnol, Michael Van Gender, ou comment ça se pratique, mais il parle un espagnol fantastique parce que il est dans les îles Baléares, si j'ai bien compris, et plus précisément l'île d'Ibiza. Donc c'est un grand érudit, en plus de ça, il a beaucoup de connaissances, et donc c'est une personne qui a une très grande sensibilité, une empathie pour tous les êtres et qui a un grand bagage comme dans des sujets comme le burn-out ou je ne sais pas comment le dire en français, mais quand on est brûlé et la prise en charge de soi et des thèmes qui peuvent être très très utiles. Donc le thème d'aujourd'hui c'est comment prendre soin de l'inter-être, comme l'a dit Sarah Locknim. Donc, je pense que c'est ainsi que je voulais présenter Michael. Merci. Merci beaucoup, Nando. Donc, frère Michael, Michael, tout est à toi. Cher Thai, cher Sangha, merci beaucoup, Nando. Je pense que tu as mis le point très, très élevé. Nous allons... alors, l'éthique de l'inter-être. Mon deuxième titre pour cet enseignement, c'est la pratique engagée. Je, je vais énumérer des points, mais c'est plus des réflexions ou de donner une compréhension de ces points. C'est plus un processus de réflexion parce que nous le savons tous, lorsque nous pratiquons et lorsque nous sommes en relation avec des difficultés, il n'y a pas de réponse unique, mais il y a beaucoup de questions et un processus de transformation quand il y a beaucoup de défis. Et donc, on va pouvoir trouver des solutions, des réponses. Donc, je vais essayer de parler de certaines choses. La première chose, ce serait la sécurité. La deuxième, c'est le refuge. Le troisième, c'est l'idée d'une connexion profonde avec la nature. Et pour moi, c'est essentiel. Et la quatrième, une autre chose très essentielle et très profonde, c'est embrasser la souffrance, accueillir ma souffrance, la souffrance de ceux qui m'entourent et la souffrance du monde. Il faut prendre soin et embrasser la souffrance, sinon il y a trop de souffrance. Le cinquième point, c'est l'action engagée. Bien que ces points soient séparés, en fait, ils sont interrelationnés, ils interagissent entre les uns les autres. Donc mon idée, c'est pas de détailler en profondeur chacun, mais de créer une relation entre elles. Et je vais commencer par la sécurité. Pour moi, c'est évident que s'il n'y a pas un certain type de sécurité, et si j'ai pas un certain type de sécurité, ce qui veut dire si j'ai pas à manger, si j'ai pas de logement, si j'ai pas une forme de pouvoir, de gagner ma subsistance dans la vie, s'il n'y a pas un système sanitaire qui m'aide, où il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas ces choses-là, il y aura de la souffrance, il y aura un manque de justice, il y aura de la violence, il y aura la discrimination, il y aura la dégradation humaine et il y aura la dégradation du milieu ambiant également. Donc ça paraît quelque chose d'évident de dire nous avons tous besoin de sécurité, mais lorsque nous regardons en profondeur, peut-être qu'on peut comprendre ce que ça signifie à un niveau existentiel ou à un niveau réel, et que le manque de sécurité pour des millions et millions de personnes génère
une très grande souffrance et la partie de cette crise sociale, économique a une grosse partie et en grande partie en relation avec ce manque de sécurité. Et dans le texte, la sutra des 8 réalisations des grands êtres, c'est écrit très clairement. La 6e réalisation, c'est la conscience que la pauvreté génère la colère et la rage, la haine, et ça peut générer des actions négatives. Si on regarde vraiment, si on utilise la vision profonde et qu'on regarde à l'intérieur, on comprend parce que c'est une des réalisations des grands êtres. En plus, la sécurité, sans sécurité, il y a de la souffrance. Et lorsque nous regardons, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui se rapprochent des armes. D'un côté, ça m'étouffe, ça me choque. Mais d'un autre côté, c'est une expression d'un manque de sécurité de tant de côtés. Donc pour moi, prendre une arme, pour moi, c'est une idée fausse que je vais contrôler ma sécurité, mais c'est évident que ça fait partie d'une souffrance. Le deuxième aspect, c'est le refuge. Et tous, nous le savons très bien, nous sommes des pratiquants et des pratiquantes, nous savons qu'il y a 3 refuges, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, et Tai a parlé beaucoup de ces refuges, et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, lorsque j'ai vu rencontrer Tai, lorsque j'ai vu les qualités qu'il avait, et pour moi, ces qualités sont essentielles parce que j'ai pu prendre refuge en lui, j'ai vu sa compassion, sa stabilité, sa compréhension, sa vision profonde. Et ça s'est converti en un lieu où je peux me prendre refuge et investir ma sécurité. Ça veut dire que réellement, lorsque nous parlons d'action engagée, il faut qu'il y ait un fondamental, une base qui se porte sur cette dimension spirituelle. Sans ça, ça va être extrêmement difficile. Et c'est évident que nous avons l'expérience de Thaï au Vietnam, nous avons les principes de Gandhi en Inde, et nous avons l'expérience de Martin Luther King aux États-Unis. Tous ont une base spirituelle. Ces actions, est informée par cette spiritualité, elle est menée par cette spiritualité, et cette source de spiritualité, c'est une motivation à l'action. Qu'est-ce qui me motive? C'est quelque chose qui me motive, moi, à m'engager socialement et par rapport au climat. Et un point très important, c'est cette dimension spirituelle, c'est mon refuge. Ce refuge est aussi la différence entre être victime de la souffrance ou ne pas être victime de la souffrance, n'est-ce pas? Donc par exemple, je suis victime de ma souffrance, de la souffrance du climat, etc. Si j'ai pas l'aspect spirituel. Donc pour moi, la sangha, la dharma et la pratique, toutes ces choses que nous pratiquons et dans lesquelles nous prenons refuge, me permettent d'être moins victime de ma souffrance. Une autre chose qui est importante, c'est que ça me permet de répondre à la souffrance. Par moi, ce qui m'a amené au village de Prigny lorsque j'ai lu le livre de Thaï, c'est que ça, c'est une personne qui connaît profondément la souffrance des êtres humains, mais qui sait également l'embrasser et l'accueillir. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment attirée chez Tai lorsque j'ai lu son livre, parce que c'est quelqu'un qui a une profonde... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un être qui a touché profondément la souffrance. Mais il n'a pas été brûlé, détruit par la souffrance. Au contraire, au contraire. Et c'est évident que à l'intérieur de l'expérience
du Vietnam, les 14 entraînements sont une réflexion de cette capacité de taille, dans son propre refuge de la pratique, de répondre à la souffrance. J'espère que je vais pas trop vite. C'est bon pour l'instant? Ok. Un autre aspect, et qui est pour moi quelque chose de très important, et particulièrement lorsqu'on regarde cette crise du climat, et qu'on doit avoir conscience à un niveau plus ou moins important, dépendamment de où nous nous situons dans cette crise globale, c'est d'un d'un côté, il y a un manque de connexion réelle avec la nature. Pour moi, la nature, c'est mon refuge aussi. Mais aussi, lorsque je suis dans ce refuge, la nature m'informe. Je connais la nature, l'univers profond, parce que je suis dedans, j'en fais partie. Si je n'en fais pas partie, je ne peux pas la défendre, je ne peux pas communiquer son message. Un Américain qui a passé 26 ans, 27 ans de solitude dans la forêt de Maine aux États-Unis, et c'est très intéressant, ce n'était pas un pratiquant. Il s'est dit, moi je vais tout lâcher, je vais rentrer dans la forêt, et il a vécu 27 ans en solitude, avec aucun contact des personnes. Il y a quelque chose d'important dans cette lecture, lorsque nous parlons du contact avec la nature, nous parlons d'un certain type de spiritualité. C'est-à-dire, c'est une source d'action. Ah, il y a quelqu'un qui est en train qui a son micro ouvert. Je pense que c'est Rosé. Ok. José. Je vais vous parler un peu de l'expérience de cet homme. Il a dit, je ne pouvais pas décrire avec exactitude ce que l'on ressent à penser tant de temps seul. Le silence ne se traduit pas en mots. C'est compliqué. La solitude permet de trouver quelque chose de vaillant. La solitude a augmenté ma perfection. Mais c'est là que ça se complique. Lorsque j'ai appliqué ma perception augmentée à moi-même, j'ai perdu mon identité. Il n'y avait pas de public. Personne avec qui agir. Il n'y avait plus de nécessité de me définir. Je, je suis redevenue non important. Ici, il parle du non-soi. Et cet homme a passé du temps dans la nature, dans la solitude, et son moi a disparu, a passé ce temps-là. D'après lui, la ligne invisible entre lui et la forêt s'est dissoute. Son isolement paraissait plus comme une communion. Mes désirs disparèrent. Je ne désirais plus rien. Et je n'avais même plus de nom. Pour le dire romantiquement, j'étais complètement... Nous pouvons décrire, nous pouvons dire de cet homme qu'il a eu une expérience mystique en étant dans la nature. Et ça, c'est important parce que d'un côté, ces désirs ont disparu, et il y a il y a une caractéristique dans notre société moderne, c'est que nous désirons tous tellement, nous avons tous tellement de désirs que ça se traduit en consommation massive, ça se traduit en destruction de l'environnement, et ça se traduit en destruction de tant de choses. Cet homme ne désirait plus rien du tout, simplement la forêt et la nature l'ont embrassé. C'est pas lui qui a embrassé la nature, qui a pris dans ses bras la nature, mais c'est la terre-mère qui l'a pris dans ses bras. Et ça lui a donné les nutriments, les refuges et la substance
euh, nécessaire au refuge. Il y a d'autres aspects de cette expérience dans la nature, d'autres aspects que lui n'a pas décrits. C'est que nous connaissons quelque chose de plus profond. C'est pas seulement que je disparais, mais que je reconnais une certaine profondeur. Je reconnais la valeur de la nature. Je continue de reconnaître la réalité de la forêt et de l'environnement. Et donc, je vois ces qualités. Et c'est vraiment très clair qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons la forêt, nous ne lui apportons pas de valeur. Lorsque, lorsque Tai dit « je suis là pour toi », ça veut dire que cette personne te reconnaît réellement et pleinement. Et pour beaucoup d'entre nous qui ont eu la chance d'être à côté de Tai, il y avait plein de fois où nous constations que Tai nous reconnaissait. Et ça donne un sentiment de richesse parce que je ne me reconnais pas moi-même. Lui, il m'a reconnu. Et, son regard, ça me permet de me connaître moi-même. Lorsque j'ai reçu mon nom de Dharma, il m'a fait reconnaître une qualité que je n'avais pas vue en moi. Et donc, j'ai commencé à apporter de la valeur à ces qualités. De la même forme, lorsque nous avons ce contact intime avec la nature, nous commençons à connecter avec sa valeur, avec ses qualités, et nous savons que ça vaut beaucoup plus qu'une valeur matérielle. Donc, lorsque je suis un activiste ou une activiste, la forêt vit en moi et je suis simplement toujours en train de parler comme ambassadeur de la forêt, des espèces qui sont en voie de disparition. Cette réalité, elle vit tellement de manière intime à l'intérieur de moi que je peux communiquer sa vérité. C'est pas seulement ma vérité en tant qu'activiste, ça va au-delà de ça. Ma voix, c'est la voix de la forêt. Et ça, c'est important parce que ce dont les gens ont besoin, c'est écouter cette voix de la forêt. Pas nécessairement ta voix, qui est aussi importante, mais la forêt ou la mer. En tant qu'activiste, il faut qu'on fasse ce processus de traduction. Il faut que je parle en place de la forêt, en lieu et place de la forêt. Cette connexion profonde avec la nature se convertit en une autre source d'action. J'agis parce que je suis consciente de ces valeurs, je suis consciente de ce que signifie la forêt, je suis consciente de la vie qui existe autour de moi. Et ça me donne l'impulsion pour agir. Ça me donne l'impulsion pour agir. Un autre aspect embrasser notre souffrance. Pour moi, je vais utiliser, c'est le nexo, c'est le nucléus, le cœur de la question. Embrasser, accueillir la souffrance, embrasser, accueillir la souffrance, c'est vraiment le nucléus, le noyau si pour moi il y avait quelque chose de central, c'est ça le thème central. La grande majorité d'entre nous n'accueille pas sa souffrance, n'embrasse pas sa souffrance. Si nous regardons un pourcentage de tous les êtres humains, je pense qu'il y a très peu euh, d'entre nous qui embrassent, qui accueillent réellement la souffrance. Et la conséquence de ça, les conséquences de ça, de ne pas embrasser cette souffrance, je pense qu'il n'y a aucun doute, nous le voyons de manière très très claire. Très très claire. La guerre en Ukraine. Et avant ça, si on regarde d'ici jusqu'à dans le passé, on remonte dans le passé, comme disait quelqu'un, nous pouvons apprendre de l'histoire que nous n'apprenons rien de l'histoire. Quelqu'un qui m'avait partagé ça. Donc, notre pratique qui consiste à accueillir la souffrance, lorsque je parle de souffrance, c'est très difficile
définir la souffrance et si, au-delà du fait que je sais que je souffre, c'est plus compliqué. Si je, si je souffre, c'est parce que je ne l'ai pas embrassée. S'il y a de la souffrance, c'est parce qu'elle n'a pas été embrassée, accueillie. Et à partir du moment où elle est accueillie, il y a un processus de transformation, un processus qui peut déboucher sur beaucoup de bien-être. Et donc, ce qui lorsque je souffre, ça veut dire qu'en réalité, j'ai pas accueilli cette souffrance. Et comme nous savons, aussi bien le Bouddha que Thaï, quand il nous enseigne, la, la souffrance, c'est le cœur des enseignements. Et toute l'importance des enseignements, c'est de transformer ce processus de souffrance. Je ne vais pas aller plus en profondeur parce que nous allons le voir un petit peu plus lorsque nous allons parler de... Je vais parler d'actions engagées. Nous allons regarder la souffrance un petit peu plus en relation avec ça. Donc, l'action engagée, le bouddhisme engagé, pour moi, il y a un aspect de cette action engagée, c'est d'avoir la capacité de voir la souffrance avec pleine clarté. Pour moi, Thaï a vu la souffrance au Vietnam et de la guerre du Vietnam avec énormément de clarté. Et il a vu ses causes, il a vu comment ne pas continuer à contribuer à ces causes, et il a agi d'une manière à ce que ça ne génère pas plus de souffrance. Il regardait en profondeur, la vision profonde. Et l'action engagée, pour moi, ça signifie accueillir ma souffrance, lorsque elle surgit en contact avec la souffrance. Je vais vous donner un exemple. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il y avait un Allemand qui travaillait au Congo. Je ne me rappelle pas exactement de quel OBNL, mais il est venu au village prunier parce qu'il avait brûlé. Il avait fait un burn-out. Et je ne sais pas si c'était 3 ou 4 de ses compagnons avaient été tués dans une guérilla au Congo. Et c'était une personne très forte et avec un engagement incroyable. Waouh! Mais c'est évident que il avait une relation à la souffrance qui était extrêmement, extrêmement, extrêmement forte. Au Congo, il y a une très grande souffrance et il y a une très grande beauté, mais il y a une très grande souffrance. Et cet homme se levait à 3 heures le matin au village des Pruniers, n'est-ce pas? Euh, en- et il mettait la table pour tous ceux qui avaient tué ses amis. Donc chaque matin, il se levait à 3 heures et quelques, et il mettait une table pour inviter les gens qui avaient tué ses amis à manger. Et c'était sa forme de pouvoir gérer sa souffrance. C'était waouh, quand il m'a expliqué ça, je me suis dit waouh, c'est incroyable, n'est-ce pas? Et donc c'était une forme pour lui, une manière de gérer sa souffrance et d'être en contact avec la souffrance des autres. Il avait besoin de gérer sa souffrance. Et cette souffrance a surgi en contact avec un autre type de souffrance. Il y a des fois où l'action engagée signifie il faut que je me retire pour prendre soin de ma souffrance. Ce que je veux dire, c'est que je suis engagée dans une situation, que ce soit la justice sociale ou le changement climatique. Et parfois, pour être plus efficace, il faut que je me retire pour prendre soin de ma souffrance. Pour prendre soin de ces racines qui, lorsqu'elles entrent en contact avec la souffrance, je le dis parce que dans notre société, nous ne reconnaissons pas la souffrance, n'est-ce pas? S'il y a la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cette souffrance que nous n'avons pas reconnu. Et il se peut que j'ai la motivation d'aider, mais que je ne comprends pas les ramifications de cette souffrance.
Donc, lorsque je suis en relation avec cette souffrance, je commence à toucher ses racines. Et ça, c'est très fort. Parfois, pour pouvoir toucher, il faut que je me retire. Pour pouvoir passer du temps à découvrir la profondeur de cette souffrance en moi-même. Un exemple, lorsque aux États-Unis, lorsqu'il y a eu ces attentats terroristes qui ont détruit les deux tours jumelles, nous étions en tour aux États-Unis. Ty a donné un enseignement à Berkeley, juste à côté, et ensuite à New York aussi. Et nous devions retourner à la forêt des érables, un des monastères que nous avons eu au début. Et en étant dans ce lieu avec tant de beauté et tant éloigné, ça m'a aidé à toucher non seulement ma souffrance personnelle mais collective à un niveau beaucoup plus profond. Je sentais qu'à l'intérieur de moi, je pouvais transformer une partie de cette souffrance qui n'est pas la mienne, qui est celle de tous. Et donc cette pratique est très importante, super importante. Parfois, vous n'allez pas me voir dans les rues de Washington, D.C. en train de protester contre la guerre, mais peut-être que vous allez me voir toucher profondément en moi cette souffrance. Et parfois, et pour moi, parfois c'est tout aussi, voire plus efficace que de protester. Un son de cloche. Ok, 5 minutes. Un petit peu plus, frère. Tu peux... Oui, ok, merci. L'action engagée signifie la résolution des conflits. On entre dans un processus de communication avec ceux, si nous le pouvons, que l'on considère comme des ennemis ou qui causent le mal. Ça, c'est difficile et c'est évident que il faut le faire. Ça ne va pas m'être... Je ne vais pas me comporter de la même manière qu'un activiste dans la forêt amazonienne. Je ne suis pas en Irak, je ne suis pas en Ukraine. Mon exposition à ce type de souffrance est tout petit en comparaison. Donc lorsque je parle de communication, ça peut paraître très facile de le dire de ma perspective, mais lorsqu'on entre en contact avec une situation qui est brutale, c'est beaucoup plus difficile de parler avec cette personne qui cause la souffrance. Mais parfois, c'est nécessaire. Entrer en processus de résolution de conflit. Et il me semble que pour moi, ça veut dire aussi ma capacité à embrasser, à accueillir ma peur, mon anxiété, ma souffrance lorsque je suis dans ce processus. J'étais à Londres, un exemple, j'étais à Londres avec le groupe de Wake Up et nous sommes allés à une exposition d'armes. Donc ça veut dire que toutes les compagnies qui créent des armes et qui vendent des armements dans les, dans le monde se rejoignent tous les 2 ans pour une exposition d'armes. C'est terrible. Et donc nous sommes allés, non pas pour protester, mais juste pour faire la marche méditative à l'entrée de la salle où il y avait cette exposition. Et nous étions entourés de police. Et pour moi, ma pratique, c'était je suis la paix. Je suis la paix ou je ne suis pas la paix. Nous avions tous un panneau sur lequel nous décrivions nos aspirations, plus d'armes. Le mien, c'était plus d'armes ne crée pas un monde plus sécure. Et alors que toutes les délégations arrivaient, parce que nous étions... Ils passaient à côté de nous et parce que nous n'étions pas en train de protester ou quoi que ce soit,
Il n'y a pas eu de conflit. Donc pour moi, si je suis solide, si je suis enracinée dans la paix, je peux également irradier ces qualités. Et donc la personne qui me voit, il va se dire c'est un fou, mais parce que mon énergie est différente, il se peut que non, je ne sais pas, mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit touché. Et c'est très clair lorsque Wake Up London et Elina Penn, il y avait les flash mobs à Londres, se sentir en plein centre du cœur de Londres et avec toute l'énergie, ce que tu communiques, c'est quelque chose de différent. Et petit à petit, ça génère une énergie de paix. Et lorsque nous avons marché avec Tai à Hanoï ou à Los Angeles ou à Washington DC ou dans d'autres lieux, nous étions à côté de Tai et nous savions que Tai irradiait ses qualités de paix, de solidité. On savait, c'était notre refuge, mais c'est aussi notre action. Donc mon action est cette paix et cette réalité de solidité et de spiritualité. Donc c'est nécessaire lorsque l'on parle de résolution de conflits, il y a beaucoup de formes de travailler cette réalité de résolution de conflits, mais si je suis la paix, c'est évident que je vais avoir plus d'opportunités. Et l'autre question importante, c'est lorsque je suis la paix, j'ai la capacité de prendre soin de la souffrance de cette personne, parce que cette personne n'accueille pas sa souffrance. Si je vends des armes, je ne prends pas soin de ma souffrance. Si je ne vois pas la souffrance que je produis en vendant des armes, c'est que je ne suis pas conscient de ce que je fais, consciente. Donc, l'action engagée, c'est aussi ça, c'est cette capacité de reconnaître la souffrance dans cette personne et de pouvoir être présente avec cette souffrance. Et pour conclure, je vais lire une phrase de Tai. C'est dans le livre de Amour et Action. Il dit, nous autres qui avons touché la guerre, nous avons le devoir d'amener la vérité sur la guerre, car ce n'est pas une expérience directe. Nous sommes la lumière au point de la bougie. Il fait très chaud, mais elle a le pouvoir de briller et d'illuminer. Si nous pratiquons l'attention en pleine conscience, nous saurons alors comment regarder en profondeur à la nature de la guerre, en la nature de la guerre. Et avec cette compréhension et cette vision profonde, nous prendrons soin des gens afin que tous ensemble, nous puissions éviter de reproduire les horreurs qui se produisent. Donc il parle du thème de la guerre. Et les terrains de guerre sont comme cette bougie. Sa lumière qui brille fort, c'est sa souffrance. C'est la souffrance des gens, mais ces gens-là ont la capacité d'être avec cette souffrance et ils ont la capacité d'informer sur cette souffrance. Donc voilà. Je vais laisser ça là-dessus. Merci beaucoup, cher Sangha. J'espère que vous avez compris. C'est un thème qui a tant de ramifications, mais merci beaucoup. Merci infiniment, Michael, pour ce partage merveilleux. Ce très beau partage. Juste un moment, je vais enlever la traduction. Ok, donc maintenant nous allons passer dans la deuxième partie de notre session. Donc c'est la première fois que le groupe anglais des gardiens de la Terre
le groupe espagnol des gardiens de la Terre et les gardiens de la Terre français viennent ensemble, se rassemblent pour offrir cette session à vous tous et aussi à nous tous. Nous bénéficions également de ce rassemblement. Et donc, nous nous sommes dit que ce serait peut-être agréable d'avoir un partage, un genre de partage de la part de chacun des membres des trois communautés principales. Donc, je vais prendre un moment pour épingler chaque membre qui va être sur le panel. Donc, veuillez profiter de votre respiration. Peut-être que si vous voulez profiter d'une tasse de thé ou quelque chose de ce genre, ce serait le bon moment. Donc, je vais épingler toute personne qui va être sur le panel. Et aussi, je voudrais vous inviter tous et toutes à écrire sur le chat, sur la boîte de chat, si vous le souhaitez, si vous le désirez, si vous êtes inspiré. Peut-être un aspect de votre propre pratique qui a supporté et vous a inspiré sur le chemin, ou peut-être des réflexions que vous souhaiteriez offrir, ou peut-être des questions que vous avez dans votre cœur concernant les challenges, les différents aspects de cette crise que nous avons, à laquelle nous faisons face. Donc, nous allons enregistrer la discussion et peut-être à la fin de la session, nous pouvons partager quelques-uns des commentaires et nous allons garder vos réflexions, vos commentaires, vos partages pour nous aider peut-être pour le prochain rassemblement local des gardiens de la Terre, si vous voulez vous prendre part, et également pour la retraite de juin qui va avoir lieu au village des Pruniers et en ligne. Donc nous pouvons, si vous voulez, nous pouvons reconnaître certains thèmes importants pour vous et vos questions, et nous pouvons faire de notre mieux pour répondre à ces questions pendant la retraite de juin. Donc, sentez-vous libre d'avoir juste un partage parce que nous sommes plus de 130 personnes. Donc, peut-être un partage, ça va être déjà beaucoup. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de voir s'il y a quelque chose qui se manifeste en vous. Et ensuite, vous pouvez prendre le temps de l'écrire. Et nous avons des personnes qui ensuite enregistreront et sélectionneront. Donc là, je vais juste prendre un instant pour épingler les gens du panel. Donc vous pouvez juste profiter et vous relaxer. Ok. On y est. Donc ça, c'est nos merveilleux co-membres des gardiens de la terre, des Abrazadores de la Tierra, donc la version espagnole, et les gardiens de la terre, version française. Nous sommes très heureuses de vous avoir. Mariela, tu veux... Je peux commencer peut-être à partager seulement quelques mots sur nos 6 panélistes. Donc mes notes. Donc pour les gardiens de la Terre, nous avons Chaya et Simona. Chaya est un membre de l'Ordre de l'Interêtre depuis 2019 et elle a reçu le merveilleux nom de vrai nuage radiant et elle pratique dans la tradition du village des Pruniers depuis 2014. Donc c'est un membre important du cœur des gardiens de la terre anglophones. Elle fait partie du CTC, du conseil qui prend soin des gens. Et elle vit désormais aujourd'hui aux Philippines et elle revient à ses racines et sa famille. Et après, nous avons Simona. Donc Simona a reçu les 5 entraînements de la pleine conscience en 2015 avec le merveilleux nom de présence dansante de la source. Elle est la coordinatrice des gardiens de la terre anglophones et aussi également un membre de la communauté des gardiens de la terre, gardiennes de la terre, Wake Up.
Pour la version espagnole, nous avons Nando et Mayra. Nando pratique dans la tradition du village des pruniers depuis 2015 et c'est un membre fondateur du groupe anglophone des gardiens et gardiennes de la Terre et il est très engagé dans un autre type de mouvement qui est l'adaptation profonde. Donc si vous ne connaissez pas ce mouvement, vous pouvez aller sur Google ou aller quelque part d'autre. Et l'adaptation profonde, adaptation radicale, pardon, et on peut voir ce sur quoi ça porte. Et Mayra est sur le point de recevoir les 14 entraînements à la pleine conscience. Son nom des 5 entraînements, c'est Sérénité engagée du cœur. C'est un membre actif du groupe anglophone des gardiens et gardiennes de la Terre et du groupe hispanophone. Nous sommes très heureux de vous avoir tous. Et donc, enfin, pour les gardiens de la Terre francophones, nous avons Leila et William. Leila est cofondatrice et un membre actif des gardiens et gardiennes de la Terre. Et j'ai pas reçu ton nom du Dharma et les choses comme ça, donc peut-être que tu pourras partager lorsque tu vas parler. Et William pratique dans notre tradition depuis 15 ans. Et bien évidemment fait partie des gardiens de la Terre francophones. Et il fait aussi partie d'autres types d'actions engagées avec la rébellion de l'extension, plus, et tu vas pouvoir partager avec nous le chemin que tu prends en tant qu'activiste plus tard. Donc maintenant, Mayra, est-ce que tout est bon? La mise en lumière? Ok. Donc, pour la traduction, nous allons d'abord faire l'anglais. Ensuite, donc je vais poser des questions à Chaya et Simona en anglais. Et ensuite, nous allons passer en français. Et ensuite, on finira par l'espagnol. Et Michael va m'aider à parler espagnol. Oui. Donc, nous allons nous permettre un petit peu de temps pour que les gens puissent cliquer sur les bons boutons pour être capables de comprendre la traduction. Et nous espérons que tout va être sans accroc pour tout le monde. Donc peut-être avant de commencer, je vais inviter Aude à inviter un merveilleux son de la cloche pour que nous puissions revenir et respirer ensemble et pour profiter de ce moment. Aude? Yeah. Donc, chers gardiens, gardiennes de la Terre, Chaya et Simona, peut-être aussi pour rappeler à tous et toutes que vous êtes 6, donc peut-être que votre partage va être très court, même si j'imagine que vous avez probablement beaucoup à partager sur vos propres expériences. Donc peut-être l'une d'entre vous peut partager sur les gardiennes de la Terre, la communauté gardiens et gardiennes de la Terre, quelques mots. À la fin, nous allons vous envoyer tous les liens si vous ne les connaissez pas. Si vous voulez en apprendre plus sur les gardiens et gardiennes de la Terre. Et peut-être aussi partager sur ce que ça veut dire garder la Terre et ce que la justice terrestre, la justice de la Terre veut dire pour vous. Et en quoi être un membre des gardiens et gardiennes de la Terre vous aide. Peut-être à trouver de la joie et à garder votre passion en vie
votre passion pour aider le monde. Et aussi l'autre aspect que Michael a mentionné, peut-être sur comment accueillir votre propre souffrance en tant que membre des gardiennes de la Terre. Comment est-ce que ça vous aide à ne pas tomber dans le désespoir, la colère? Comment est-ce que ça vous aide à prendre soin de ça? Donc je vais vous laisser choisir. Je sais que vous savez qui va parler en premier. Donc partagez sur quelques mots sur les gardiens et gardiennes de la Terre et ensuite la relation entre la justice de la Terre, la justice sociale et comment ça vous aide sur le chemin. Chers amis, chère communauté, Simona, je m'incline pour parler. Donc je vais commencer par partager des choses sur la communauté des gardiens et gardiennes de la Terre, puis ensuite je passerai à Kia. Euh, donc tout le monde ici, je vois, est gardien et gardienne de la Terre. Je vois des membres de gardiens et gardiennes de la Terre. Nous sommes des gens qui aiment la Terre, nous sommes amoureux de la Terre, amoureux et amoureuses. Et je vois la communauté des gardiens de la Terre comme transformation de la souffrance dont frère Michael a parlé de manière tellement éloquente. Donc la communauté des gardiens et gardiennes de la Terre est une initiative ou est une branche de l'arbre du village des pruniers qui a l'aspiration ou l'ambition d'amener notre pratique de la pleine conscience dans la réalisation de justice sociale et terrestre. Et donc, à quoi ça ressemble? C'est la collaboration communautaire, c'est une action directe, c'est des pratiques des gardiens et gardiennes de la Terre, c'est prendre soin de soi, c'est amener une cloche à une marche climatique, une marche pour le climat. Et nous avons des membres fondateurs de la communauté des gardiens et gardiennes de la Terre aujourd'hui, ce qui est très excitant. Et c'est la reconnaissance aussi que les enseignements sont dans les enseignements de notre maître Thich Nhat Hanh. Donc c'est un groupe global et il y a beaucoup de communautés de gardiens et gardiennes de la Terre, des sanghas qui pop-up et qui fleurissent. Donc si parmi vous, il y en a qui voudraient être de plus en plus engagés en tant que gardiens et gardiennes de la Terre, donc il y a beaucoup de manières de faire ça. Vous pouvez connecter avec vos communautés locales et globales. Je pense qu'il y a 130 personnes, 130 d'entre nous ici, donc si vous êtes plus intéressés à vous engager, il y a des ressources qui vont être partagées, je crois, très bientôt, et n'hésitez pas à nous contacter. Et soyez conscients que nous sommes ravis de vous recevoir et de vous accueillir dans cette communauté des gardiens et gardiennes de la Terre. Donc je vais passer la parole à Kia maintenant. Chère taille bien-aimée, chère Sangha, chère sœur Laknim, merci d'avoir invité et accueilli tout le monde à notre communauté et d'avoir... Ah pardon, chère sœur Simona, euh, merci d'avoir introduit notre communauté à tout le monde. Donc, mon nom c'est Kia, mais je peux aussi être appelée Shaya. Donc, je vous appelle depuis Manila à minuit, c'est minuit passé. Et j'ai un bébé qui dort dans la chambre, mais c'est tellement de joie, c'est pour ça que je parle pas trop fort, mais c'est tellement de joie. Je pense que c'est la première fois, n'est-ce pas, Sœur Laknim? Oui, c'est la première fois. Ce sera la première fois que nous sommes assez littéralement un cercle autour de la planète qui se rassemble pour savoir comment est-ce qu'on peut porter la Terre et être là pour la Terre et pour nous-mêmes. Je suis née ici à Manila et j'ai grandi ici jusqu'à mon adolescence. Et ensuite, j'ai vécu pour beaucoup d'années au Canada. Et donc, lorsque je regardais un petit peu mon expérience de gardienne de la Terre pour l'appel
de ce soir. J'ai été pendant des années une personne transnationale, multinationale. J'ai vécu dans beaucoup d'endroits différents. J'ai essayé de connecter les différents points de beaucoup d'années en apprenant les crises dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et je pense que ce que nous faisons dans cette pièce, c'est similaire. Nous essayons de rassembler des expériences de vie différentes et des compréhensions différentes dans le monde entier afin de pouvoir avoir d'une certaine manière une compréhension collective et une vision, une révélation collective sur là où nous nous en allons. Et j'ai entendu parler et écrit sur la justice de la Terre pour la première fois lorsque j'ai rejoint la communauté gardienne de la Terre, particulièrement lorsque j'ai rejoint le CTC, donc le conseil qui sert à prendre soin, particulièrement lorsque nous essayons de comprendre comment il y a tant de choses qui sont interconnectées et tous ces points dont frère Michael parlait. Donc la justice de la Terre, c'était cette manière magnifique de distiller tout ça de manière facile, dans une phrase facile, de représenter un peu tout ça. Et pour moi, très personnellement, la justice de la Terre, c'est un type de conscience, un type de compréhension qui m'aide à me rappeler que nous ne faisons pas tous les mêmes expériences autour de la planète, différents corps et différents endroits. Nous comprenons la souffrance et le dommage écologique de manière très différente, de manière complètement hétérogène. Et donc lorsque je parle de justice de la Terre, pour moi, c'est une cloche pour me rappeler que ça ne se produit pas de manière égale et uniforme autour du globe. Donc d'un côté, peut-être qu'on essaye de cultiver une conscience planétaire, n'est-ce pas? Une conscience globale. Et notre temps aujourd'hui, avec les technologies et les découvertes scientifiques que nous avons, et être capable de se rassembler dans une salle Zoom comme ça de par le monde, nous commençons de plus en plus à toucher de manière immédiate une conscience planétaire. Donc on peut parler de changement climatique de cette manière, mais de l'autre côté, il y a aussi une dimension, si on fait très très attention aux réalités locales. Et frère Michael a parlé de ce manque de sécurité dans des endroits très spécifiques. Et par exemple, dans ma propre ville, des endroits où j'ai vécu, toute cette violence, cette douleur et toutes ces différentes souffrances qui est amenée par différents types de destruction et toutes ces souffrances qui sont très différentes et qui se produisent de manière très différente. Donc c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Et donc pour être plus spécifique, par exemple, lorsque je vivais au Canada en tant qu'émigrante, en tant qu'étudiante internationale, au travers de ces années, il fallait que je comprenne ce que ça voulait dire de vivre sur des terres indigènes volées. Et ce n'est pas un passé distant, c'est quelque chose de une réalité coloniale très, très vraie. Et lorsque j'essayais de faire la marche méditative ou la marche en pleine conscience, juste au centre de Toronto, lorsque j'étais avec mon souffle pour essayer de ramener mon esprit à la maison chez moi, en même temps, simultanément, mes pieds touchaient le bitume concret qui est le résultat de beaucoup de corps indigènes des Premières Nations. Et c'est ici, dans le cœur de de la ville. Et de toucher le colonialisme aujourd'hui, c'est quelque chose que ma pratique au village des Pruniers m'a permis de toucher de manière très profonde. Et maintenant que je suis de retour aux Philippines, Mayra est ici dans le panel et elle appelle depuis le Brésil. Et nos deux pays, on vient juste d'échanger de place en étant les pires pays pour la défense environnementale. Et ça, c'est
des choses que je ne peux pas juste en parler. Je ne peux pas juste parler de ces choses-là comme si c'était quelque chose que j'avais lu sur un journal. C'est quelque chose de très réel pour moi que je respire tous les jours au quotidien dans nos vies ici. Donc, c'est ça que la justice de la terre me permet d'accueillir et de regarder vraiment clairement et de manière frontale, de manière face à face. Et donc, pour revenir à ce que c'est garder la terre, pour moi, ça a changé dans les dernières années, mais je me rappelle que Tai, lors des enseignements de Tai, il a écrit un livre sur l'environnement qui avait pour titre Le monde que nous avons. Et ensuite, après la publication, il a partagé que s'il pouvait changer le titre qui avait été suggéré par ses étudiants, il l'aurait plutôt changé sur le monde que nous sommes, parce que la Terre, l'environnement, c'est pas juste quelque chose qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qui est ici, c'est qui je suis, c'est ce que je suis en train d'être. J'ai maintenant, et je suis une jeune mère de 2 jeunes enfants, et mon mari et moi-même parlons de ça très souvent. Les enfants sont quelque chose d'immédiat, ce sont des enseignants merveilleux pour nous apprendre le temps réel. Et maman, ce que tu es, c'est le monde que nous avons maintenant. Et donc ça a vraiment transformé la manière dont j'ai vu mon travail en tant qu'activiste, ensuite comme travailleuse sociale, pendant les temps de réponse de catastrophes naturelles. À chaque fois qu'il y a un grand tsunami, au travers des années, j'ai vu que c'était moins un besoin de sauver quelque chose à l'extérieur de moi. J'ai besoin de sauver les gens qui souffrent, ou il faut que je sorte et que je protège quelque chose, ou un endroit, ou une communauté. Mais c'est vraiment devenu une action profonde de tomber amoureuse de tout ça, de la terre. Et lorsque je suis en relation avec la terre, ça devient cette histoire d'amour, c'est moins un besoin de sauver et plus un désir d'être avec ce qu'on aime. Et peut-être de là, frère Michael parlait de cette dimension spirituelle ou ce qui peut en sortir. Donc peut-être que ça provient de cette idée de tomber amoureux dont Tai parle, où je peux continuer d'être avec, dont on peut continuer, où je peux continuer d'être à continuer de travailler avec ceux qui essayent de restaurer la souveraineté indigène dans le pays et de sauver la forêt, et pour ceux qui sont humains, mais aussi pour les êtres qui sont autres qu'humains et qui nous entourent. Les amis qui sont autres qu'humains. Je vais le garder pour ça, mais c'est très beau pour moi aussi de réaliser que cette réalisation a changé pour moi au travers de ces dernières années. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent depuis le temps où je proteste dans la rue et toute la souffrance que j'avais dans mon pays maternel, et aussi en Amérique du Nord, et Tai et la Sangha et les enseignements m'ont vraiment permis d'arriver à une évolution, et c'est là où je suis aujourd'hui. Donc merci de votre écoute profonde, et j'adorerais écouter ce que Simona a parlé sur la justice de la terre et accueillir la terre. Merci Shaya pour ton partage. Je suis juste consciente du temps. Donc notre session va se terminer à 18h, donc dans une demi-heure, n'est-ce pas? Donc si vous pouvez peut-être juste garder à l'esprit le temps alors que vous partagez, et merci de partager votre amour et votre passion, Shaya, pour la terre et pour tout ce qui t'entoure. Simona, tu veux partager un petit peu sur ce que ça veut dire d'accueillir la terre, de garder la terre pour toi? Je vais avec grand plaisir le garder de bref. Je veux dire que garder la terre pour moi, c'est une manière de revenir en moi et de revenir à la terre et de le faire en communauté. Et je vais le garder comme ça je veux vraiment écouter les différents partages des différents amis du panel. Donc merci pour ça. Merci Simona. Donc maintenant, chers amis, nous allons switcher en français. Donc si vous ne comprenez pas le français, veuillez s'il vous plaît choisir la traduction en anglais ou en
en espagnol. Pour les personnes qui comprennent le français, vous pouvez écouter en direct Leïla et William qui vont partager. Et peut-être j'aimerais un- demander à William peut-être de commencer pour un peu aller dans la suite du partage de Chaya euh, qui, euh, qui a mentionné le fait de sentir en soi un mouvement à l'extérieur pour aller à l'extérieur et faire des choses pour aider par rapport aux injustices qu'on ressent, aider pour faire bouger les choses. On sait chez les gardiens et gardiennes de la Terre que tu es l'activiste du groupe. Et c'est beau, c'est chouette de savoir ça. Surtout pour moi, monastique, coincé dans le monastère. Euh, ouais, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager en quoi la pratique du village et aussi le fait d'être membre des Gardiens de la Terre te soutient dans, voilà, dans ton engagement qui peut-être n'est pas que du village des pruniers. Je ne sais plus si c'est Chaya ou Simona qui partageait, par exemple, quand il y a une manif, euh, les Earthholders vont amener une cloche. Alors, peut-être ils sont plusieurs, donc peut-être ça passe mieux que si toi tu arrives avec ta petite cloche, mais j'imagine, Michael aussi a partagé pendant son enseignement que d'être paix, d'être la paix, de pouvoir irradier la paix en soi, ça peut aussi imprégner les autres autour de soi. Donc j'imagine que toi, en tant que pratiquant du village, tu amènes une autre dimension dans les mouvements activistes non violents tels que Extinction Rebellion. Et peut-être tu pourrais nous partager sur la complémentarité ou voilà, comment est-ce que ça t'aide d'être membre des Gardiens de la Terre. Merci William. Euh, Cher Sangha, euh, merci beaucoup pour votre invitation. Je m'appelle William. Je vis en Normandie, une terre qui a été détruite et ravagée par des centaines d'années de guerre, qui, je ne sais pas à qui elle appartient, à part les arbres et les animaux qui y vivaient avant. Je suis un mari, un père, un homme blanc qui a bénéficié des privilèges de l'oppression, qui bénéficie encore des privilèges de l'oppression. Et en ce sens, je suis le prototype de la personne responsable de la catastrophe écologique actuelle. L'homme blanc qui profite de cette destruction et de ce colonialisme que Chaya parle. Et ça pourrait être très lourd à porter. Et quand j'écoute Tai, j'entends la sortie est à l'intérieur. Et, voilà, donc c'est quand j'ai entendu parler de Extinction Rébellion au village, d'abord en 1998, parce que des monastiques avaient été participés dans des actions. J'étais très intéressé parce que ça me faisait penser à comment Thaï est amené la méditation à l'extérieur du dojo. Et quand j'ai découvert ces mouvements, j'ai enfin compris pourquoi Thaï disait il n'y a pas beaucoup de paix dans les mouvements pour la paix. C'était un peu pareil. Il n'y avait pas beaucoup de paix dans le mouvement pour la paix sur Terre. Et donc, la pratique du village a beaucoup amené de paix pour moi face à toute cette violence qu'il y a dans les mouvements, toute cette peur, toute cette éco-anxiété. Alors évidemment, je pourrais vous parler de comment la pratique du village m'a aidé quand j'étais en garde à vue et que j'ai marché dans la petite cellule, marché encore, marché à côté de ces policiers qui m'emmenaient
et qui lui voulait aller vite et moi je marchais doucement. Et j'avais Tai, j'avais Sir Chang Kong. Et du coup, il a dû ralentir avec moi et je souriais dans le commissariat. Mais ça, c'est un peu prétentieux, ça, c'est l'ego qui parle peut-être. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était quand on utilisait la méditation pour être devant les policiers. Et en fait, on utilisait la méditation comme objet pour faire croire à la paix. Mais c'était pas vraiment ça, la paix. Ce que j'ai trouvé grâce à Tai et aux gardiennes de la Terre, c'est comment créer la paix dans le mouvement, comment créer la joie dans le mouvement. Parce que dans Extinction Rébellion, il y a beaucoup de rage. C'est amour et rage, il y a beaucoup de rage. Mais comment on crée la joie? La joie à chaque pas. Et donc avec les gardiennes de la Terre et d'autres membres de la pratique du village, on organise des méditations en ligne. On organise des méditations, mais pas pour bloquer, mais pour inviter la paix en soi et la paix autour de soi. Et ce que m'a beaucoup appris les gardiennes de la Terre, c'est toutes ces fleurs, ces manières d'être activiste. Parce que oui, il y a un activisme extérieur où on a l'impression d'être fort, de bloquer, mais c'est surtout un activisme de douceur que j'apprends avec les gardiennes de la Terre. C'est l'activisme de planter, de se rencontrer, qui est pas, qui est pas seulement à l'extérieur, mais qui est surtout à l'intérieur. Donc il y avait plusieurs fois, il avait été parlé de créer des mindful hubs, des points de mindfulness dans les tiers-lieux. Et donc, grâce à la pratique du village, il y a un tiers-lieu à Rouen qui s'appelle La Base et où on propose une pratique de méditation pour cultiver la paix dans ce lieu où il y a tellement de colère, tellement d'anxiété. Cultiver la paix. Et donc, si je peux dire quelque chose aujourd'hui, c'est un appel. Les activistes ont besoin de paix et de venir dans les tiers-lieux, de venir dans les manifestations, dans les actions pour apporter cette paix parce qu'il y a beaucoup de colère, de peur face aux policiers, face aux forces de l'ordre. Et il y a besoin, même si c'est juste être là, être en paix, sans fanatisme, sans prétendre avoir raison, mais il y a tellement d'accusations, et c'est vraiment ça que m'apportent les gardiens de la terre, c'est être dans l'action sans accusation, alors qu'on a tellement envie de trouver des coupables et des réponses. J'ai tellement envie de, de, de pouvoir pointer à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc merci à la communauté des gardiens de la terre d'exister, de porter cet espoir, de prier pour les COP, d'organiser des retraites bientôt, quel bonheur, et de faire ce lien entre ces différents mondes pour amener l'amour en action. Merci beaucoup. Waouh, je suis pleine, remplie d'amour et de paix grâce à ton partage, William. Merci beaucoup. C'était très profond, très juste et très inspirant. Et j'aimerais passer la parole à Leïla pour probablement continuer dans l'amour et le prendre soin, qui est, voilà, qui est ton credo. Et peut-être tu peux nous partager un petit peu, oui, pour toi, qu'est-ce que c'est que faire partie des gardiens et gardiennes de la Terre et comment est-ce que ça t'aide dans ta vie quotidienne, dans ton engagement et peut-être aussi partager quelques mots par rapport à la communauté des gardiens de la Terre. William a déjà partagé un peu ce qu'on fait, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects. Voilà, je te laisse la parole, Leïla. Merci, chère sœur, chère Thaï, chère Sangha. C'est une très très grande joie d'être avec vous. C'est un moment, un heureux moment, et c'est un moment légendaire. C'est un moment où on tisse nos liens à travers la Terre. On est à des réseaux horaires, des faisceaux horaires différents. Et on a construit des choses dans nos lieux, là où on est. On s'est d'abord
comme des ruisseaux rassemblés en communauté. Et puis là, on rassemble nos communautés. Pour moi, c'est vraiment très, très émouvant. Et je sens qu'on est en action, en fait, juste comme ça, déjà. J'ai été très, très touchée, Michael, par ton enseignement, ton partage. Et, et ça m'a touchée de voir combien tu présentais pour nous l'action, l'activisme, comme un prendre soin. Je crois que c'est vraiment l'ADN des gardiennes et des gardiens de la Terre. J'ai l'impression, à un niveau un peu international, en tout cas, je peux parler des Français, des francophones. Notre, notre aspiration, c'est de prendre soin du vivant, en nous et autour de nous. Parce qu'on sent que c'est là qu'on peut agir, qu'on peut ancrer notre action. Et ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, pour parler des gardiens et des gardiennes de la Terre, ce qui m'a beaucoup touchée quand je suis arrivée, c'est la manière de faire ensemble, qui est en fait une manière d'être ensemble. Et j'ai toujours eu envie de rejoindre des mouvements pour agir avec d'autres, et ça m'a été difficile de le faire. J'ai essayé plusieurs fois, et je soutiens, et je participe, mais je n'y ai jamais vécu ce que je souhaitais vivre dans ces mouvements-là. Et en fait, en rencontrant les gardiennes et les gardiens, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je souhaite vivre, c'est la pratique spirituelle euh, au service des blessures du monde et au service de la joie aussi. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc, la première fois que je les ai rencontrés, ils avaient organisé une journée. Je ne suis pas du tout co-créatrice, en fait, sœur. Je suis arrivée en 2021 et ça a commencé donc début 2021 et ça a commencé fin 2019, tu vois. Mais ce qui était déjà en place, c'était notamment de faire des journées en ligne le matin. La fresque du climat. La fresque du climat, c'est un travail qui nous fait vraiment toucher les réalités de ce qui se passe aujourd'hui, des différents effondrements en cours. Et je l'avais déjà vécu par ailleurs. Et là, vivre la fresque du climat en commençant par méditer, en étant dans une présence avec des personnes très ancrées, très posées, très calmes, et en finissant par méditer et par chanter, et en le faisant de manière très co-créative, c'était incroyable parce qu'on touchait le cœur de nos souffrances, mais on était dans la joie. Et en plus, l'après-midi, il y avait une autre pratique proposée, c'était le travail qui relie de Joanna Macy, Works That Reconnect. Et c'était magnifique aussi parce que on a juste pris le temps de se relier aux différents âges de la Terre et à tout ce que notre mère a traversé et qu'elle est capable de traverser. Et tout ce vivant qui est en nous et qui continue à le traverser aujourd'hui. Et relier la conscience, toucher ce qui nous effraie totalement, en fait. Relier ça et relier la paix profonde, la tranquillité d'être la Terre et d'être la Terre qui vit. Ok, là je me suis sentie vraiment à ma place. Et j'ai eu envie d'agir avec. C'est ça, ce que disait Michael tout à l'heure, c'est de là émerge le désir d'action. Et j'ai envie de partager une autre chose sur les gardiennes. Merci de nous appeler les gardiennes. Cher William, vous êtes quelques hommes quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension très féminine du prendre soin. Et chacune le vit en fait, et chacun. On le vit dans notre vie, on l'incarne dans notre vie, dans des choses qui n'ont l'air de rien, qui ne sont pas de l'activisme. Et ce matin, on était en Sangha, parce que ça aussi c'est une très belle manière des gardiennes et des gardiens de la Terre de vivre, c'est de prendre le temps de pratiquer ensemble, d'être ensemble, de se connaître, de partager nos vies en fait, de vivre la pratique du village ensemble. Et
Ce matin, Isa nous partageait son bonheur à voir émerger un atelier avec des femmes qui ont vécu des violences conjugales et qui transforment des meubles à jeter. Et elle les transforme, elle les change, elles font des choses artistiques et elles les revendent et elles sont ensemble. Et ça, pour moi, c'est une manière de prendre soin de la terre. Et voilà, il y a plein de petites manières comme ça. Et quand je vois tous les visages, là, je me dis, il y a autant de personnes, autant de manières de prendre soin. Et ce qu'on est en train de faire, c'est créer du lien, faire le mycorhize, là, dont parlait notre amie Julie ce matin, dans notre moment en Sangha. On est en train de faire un mycorhize. On est en train, pas de le faire, on est en train de constater qu'on l'est déjà. Et je ne sais pas ce qui va ressortir de tout ça, mais je sens que c'est ce que Tai nous a demandé de faire, en fait. Il nous a demandé de... Ah, ça me touche quand je le dis, de prendre refuge dans la Sangha, de créer des Sanghas. Créer des Sanghas, c'est chez nous, c'est ma famille, c'est ma Sangha. Dans mon village, on est une Sangha, c'est comme ça, mais créer des Sanghas, c'est aussi ça, par Zoom, aussi improbable que ça puisse paraître. On crée une Sangha très puissante et en plus, on crée une quadruple Sangha. Parce qu'il y a ça aussi chez les gardiennes et les gardiens, c'est que on partage avec des monastiques. Et je trouve ça extrêmement important. En fait, on apprend à faire corps ensemble en quadruple Sangha. Je ne pensais pas qu'il me serait donné de vivre ça, en fait. Euh, j'ai énormément de reconnaissance pour Sœur Leknim, Frère Bienveillance, Frère Dogdin, Sœur Yaquad, toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, de faire cette pratique avec nous humblement, d'être dans la pratique avec nous humblement. Et je sens complètement combien c'est ça aussi, Tai nous l'a demandé. Il ne nous l'a pas demandé pour rien. Quand on arrime notre, notre Sangha à des personnes qui ont dédié leur vie à la pratique, on atteint un, voilà, un niveau de présence et on bénéficie de ça, mais nos monastiques bénéficient aussi de notre ancrage dans, dans les choses du quotidien, à l'extérieur du village. Voilà. Bon, j'aurais beaucoup à dire, mais vraiment, j'ai envie d'entendre aussi un immense merci à toutes et tous d'être là et d'être qui vous êtes. Merci beaucoup, Leïla, pour ton partage et la réalité du joyau qu'est la Sangha. C'est pas pour rien que la Sangha fait partie des 3 joyaux. Une fois qu'on s'ouvre, et qu'on s'abandonne un peu et peut-être qu'on est un peu vulnérable à la Sangha, on reçoit tellement. Donc, merci pour cet aspect de prendre refuge dans la Sangha. Hermano Michael, are you ready to hablar espagnol? So, maintenant, on va parler en espagnol. So now we will speak in Spanish. So you can take some time to click on the right button. Donc, on peut réappuyer sur le bouton traduction si vous ne comprenez pas l'espagnol. Et peut-être je vais demander à Aude d'inviter un son de cloche. Comme ça permet à tout le monde de pouvoir cliquer sur les bons boutons. Et à nos 2 abraçadores de la tierra de respirer tranquillement. Et aussi, j'aimerais... Voilà, c'est tout, parce que je vais parler en français, donc ça va pas aller. OK. Donc, Aude, tu peux inviter un son de cloche?
Voilà, muchas gracias. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Ok, super. Donc, deux questions différentes. Une pour Maya. Je comprends que tu es au Brésil, n'est-ce pas? C'est ça? Ok, exactement. Et comme on sait que différentes sangas dans différents pays ont leur saveur très particulière, la saveur de Thaïlande a sa saveur, la sangha de Hong Kong, celle de France. Donc j'aimerais savoir un petit peu quelle est la saveur de la sangha des gardiens de la terre en portugais brésilien. Quelle est la saveur qu'elle a et quelles sont les actions que vous faites? Comment tu vis, toi, les gardiennes de la terre dans ta région? Et pour Nando, lorsque tu termineras, Nando, tu as une expérience dans tant d'organisations et ta vie personnelle est tellement riche. Et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre les ambassadeurs de la Terre? Tu as la capacité d'être dans ce rôle. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré à faire partie gardien de la Terre? Ces deux questions, c'est pour vous. Voilà. Cher Tai, cher Sangha, bah, je pense que je vais essayer en espagnol. Tout va être un peu confus dans ma tête, mélangé, parce que bien, ma langue maternelle, c'est le portugais. Donc, nous allons voir ce qui se passe. Tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai beaucoup à dire. J'ai tellement de choses à dire, mais je veux répondre à toutes les personnes qui ont dit des choses très belles. Mais je voudrais d'abord vraiment te remercier, Michael, d'avoir parlé du thème des 8 réalisations des grands êtres et du thème de la pauvreté qui génère la colère et qui est nécessaire. Je ne sais pas si c'est un mot en espagnol, mais. Et donc, ça, c'est une réalisation très claire. Au Brésil, moi, je parle portugais, je vis au Brésil et c'est un grand pays, c'est un pays immense sur la carte de l'Amérique latine. Et comme on a été colonisé par l'Espagne et le Portugais, bah, l'Espagne est partie d'un côté, le Portugal est parti de l'autre côté, et voilà. Et ils ont laissé leur marque. Et nous sommes, comme l'a dit Kia, nous sommes un pays très dangereux pour les activistes, et je pense que nous sommes peut-être 14 ou 15 dans des pays qui tuent le plus de personnes trans dans le monde. Euh, nous sommes, je ne sais pas si c'est le troisième pays avec le plus d'injustices, de différences sociales dans le monde et dans le système. Donc ça, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Donc c'est très différent être une pratiquante de la tradition du village des pruniers sur ces terres. Je suis dans les terres de mes ancêtres. Je vivais dans la forêt. Derrière, il y a un fleuve hier avec la vie aquatique. Et c'est une forêt tropicale qui est la deuxième plus grande forêt tropicale du Brésil. Je ne sais pas si vous voulez le voir ou pas. Et je le dis parce que cette compréhension de l'éthique, je ne sais pas si vous entendez mon ventilateur parce qu'il fait une chaleur de fou et il faut que je mette à fond. Ok. Donc cette dimension de la pratique engagée dans l'action, lorsque je dis, comme l'a dit Leïla, pour moi c'est pareil. Ma pratique spirituelle, je la mets au service. Et ça, c'est comme
c'est comme ça que je suis arrivée aux Gardiennes de la Terre. Et lorsque je suis arrivée au building des Gardiennes de la Terre, ça m'a enchantée. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux. Je savais pas ce que ça existait et à l'intérieur du village des Pruniers. Donc j'ai écrit à Simona qui m'a répondu et j'ai commencé à traduire deux, trois choses en portugais. Et je vivais en Argentine et donc on m'a invité à Gardienne de la Terre et ça s'est manifesté, on m'a invité. Et donc merci Simona, c'est resté de l'histoire. Et un petit peu après, on est entré dans le conseil de CARE, le CTC, donc des gardiens de la Terre, le conseil de prendre soin. Et à partir de là, moi, je parle des gardiens de la Terre parce que c'est la Sangha. Je pense que c'est ça que j'essayais de rejoindre. Et ensuite, on a commencé à inaugurer une communauté en portugais. On dit la communauté des gardiens de la Terre. Le portugais, c'est aussi qui donne un genre. Et donc, au début, nous étions les gardiens. Et au final, il n'y a que des femmes qui se sont réunies. Donc, nous avons changé pour la communauté des gardiennes de la Terre. Donc, nous sommes une communauté et nous savons que la Terre n'a pas de genre, mais c'était la caractéristique pour appeler les femmes qui sont entrées dans le groupe. Donc je veux être rapide, donc rapide, pardon, il faut que je sois rapide, donc je vais dire ceci. C'est important. Non, 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 non. Ok, vas-y. Ralentis, pour les traducteurs. Oh, ok, ok, ok. Bon, je vais essayer de parler très lentement, mais ce thème de la justice sociale, nous avons le père de l'ambientalisme, qui est un ambientaliste d'Amazonie et qui était avec le mouvement catholique. Et il a une phrase qui dit la justice ambiante sans la lutte des classes, on peut dire sans la lutte sociale, c'est du jardinage. La justice de la terre sans la justice sociale, c'est du gardiennage. Et donc ça vient d'un lieu où la pauvreté génère la colère, la haine. Et donc c'est ce qu'il dit, ce que tu as dit de ces activistes qui ont été assassinés. En réalité, c'est ce qui a été... C'est ce que nous essayons de faire. Et la deuxième réunion des gardiens de la Terre, nous avons essayé de faire une deuxième réunion parce que nous pleurions et par rapport à ces personnes qui ont été tuées. Il faut que je parle plus lentement, pardon. Et ça, c'est une chose très importante de dire d'où proviennent nos actions. Parce que, je sais pas, il y a des photos qui sont partout de dernières semaines de l'Amazonie. C'est la destruction complète. Ce sont des photos terribles. Terribles. Il y a beaucoup de douleur. Mais il y a beaucoup de niveaux dedans. Il y a bien évidemment le niveau gouvernemental, politique. Ensuite, il y a le niveau d'être dans la rue et de se battre et d'éveiller les consciences. Et il y a le niveau de la pratique personnelle qui a à voir avec la consommation.
Et ce que tu as dit, où va l'argent qui sort d'ici, de ces terres? Et ça, c'est une chose que nous pouvons réfléchir dans tout le monde. Qu'est-ce que nous consommons avec cet argent qui tue les gens et la forêt et qui détruit des êtres? Nous consommons de l'or. Je ne sais pas si vous avez des bijoux ou des choses comme ça. Nous consommons des produits électroniques et beaucoup trop. Tout le lithium qui vient, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu les cratères au Chili. Tout le lithium qui provient d'ici, nous consommons énormément de choses que nous n'avons pas besoin. J'ai fait cette expérience de vivre pendant 2 ans dans la forêt. Et c'est vrai, nous n'avons besoin de rien qui n'est pas à l'intérieur de la forêt. C'est une expérience que nous pouvons tous faire. Mais si vous pouvez prendre quelque chose de ce sujet, c'est ça, parce que c'est incroyable. Ok, je termine. Ok, merci. Et je vais, au final, à dire que nous sommes, ce que nous faisons au Brésil. Nous avons notre guide qui est la sœur Cheng Hong. Ensuite, nous avons notre bibliothèque mobile qui avait un autre nom, mais que nous allons changer à Sœur Cheng Hong. Et nous faisons beaucoup de travail dans les favelas, dans les écoles publiques. Et maintenant, cette année, nous allons faire un travail avec les mères des gens qui sont en prison. Je ne sais pas comment on dit ça, ceux qui sont emprisonnés. Et donc, la motivation de cette communauté des gardiens de la terre ici, c'est mettre à jour, c'est se battre contre la pauvreté. C'est exactement ce point où la justice sociale touche la justice ambiante, la justice du milieu ambiant. Donc, merci, c'est ça, je suis désolée et merci pour tous ces partages merveilleux. Merci beaucoup, Mayra. Merci beaucoup pour ton partage. Je sais que c'est vraiment très court. Je suis... Donc, Nando, si tu veux partager un petit peu sur ton expérience. Merci, cher Tai, cher Sangha. Je suis conscient que c'est l'heure presque de terminer et donc je vais être très bref. Avant toute la destruction énorme que nous avons sur cette planète, il n'y a pas de réponse. Il y a un chemin qui peut se suivre, tous ces défis que nous avons, et ce chemin, c'est extraordinaire ce qu'a dit Michael, parce que ça passe vraiment au travers de ces 5 piliers dans la sécurité que je vois à chaque fois avec plus de valeur dans ce monde, avec la souffrance que nous avons globalement commence à arriver dans le monde occidental. Nous commençons à avoir des cours et à savoir la notion de sécurité qui va être de plus en plus remise en question pour la planète. Et je pense que c'est important la notion de refuge est fondamentale. Et ce refuge, et je suis complètement d'accord, il faut qu'il y ait un aspect spirituel et de voir de toutes les choses qui me fascinent et qui sont restées avec moi dans les enseignements de Thaï. Nando, je sais que le temps passe vite, mais est-ce que tu peux penser au traducteur? Et particulièrement parce que j'étais un interpréteur dans le passé. Donc, dans tout le monde, je pense qu'on va être on va rester un petit peu plus de temps. Donc, peut-être que nous pouvons être ensemble, peut-être 10 minutes de plus, ok? On peut se donner 10 minutes de plus pour écouter Nando. Et ensuite, à la fin, je vais faire des annonces. Donc, Nando, tu peux prendre ton temps et avoir de la compassion pour nos traducteurs. Merci. Mais 1000 pardons à mes amis traducteurs. Donc je disais que l'importance
grandissante qui a le facteur de sécurité dans cette planète parce que nous allons avoir de plus en plus de problèmes de sécurité. Les nécessités de base, je l'interprète de l'anglais, mais ce sont les besoins basiques qui demandent en fait, qui va aussi augmenter en termes de la notion de planète et le refuge et de l'enclave spirituelle. Et je disais que une des messages qui m'est resté plus profondément euh, de la tradition du village des pruniers et bouddhiste en général, c'est l'image de la vague et de l'océan, euh, qui, la dimension historique et ultime. Et lorsqu'on regarde la vague et que c'est un tsunami en réalité, il ne nous reste plus de refuge autre que de regarder cet océan et ce que nous pouvons rencontrer et un petit peu plus de solace, de tranquillité et de refuge. Et la connexion avec la nature est essentielle. Et probablement, le problème que nous avons dans le monde, c'est la déconnexion. Je suis facilitateur du travail de reconnexion. Et c'est cette fausse idée que nous sommes des êtres séparés et que nous ne sommes pas la Terre et que nous sommes sur Terre. C'est difficile à traduire en espagnol, nous avons la différence entre ser et estar, mais nous ne sommes pas juste être sur la Terre, mais nous sommes, c'est dans notre identité. Donc on se rend compte que ce que l'on fait à la Terre, on se le fait à nous-mêmes. Et sentir ça, pas seulement le savoir, mais le sentir dans le cœur. Et ensuite, cette idée d'accueillir la souffrance, pour moi, probablement, la compréhension qui est le plus difficile, des entraînements qui est le plus difficile pour moi de comprendre, c'est le 5e. Je ne suis pas encore dans les 14, là il m'en manque beaucoup, mais pour moi cultiver le 5e, c'est déjà, j'ai compris parfaitement qu'il faut s'abstenir de drogue, d'alcool, de distraction. Mais c'est pas comme dans la tradition catholique parce que c'est péché et parce qu'il y a un risque que les autres te condamnent. C'est parce que c'est une distraction, c'est parce que c'est quelque chose t'ampute si tu le regardes en face et qui t'empêche de regarder ta peur, tes craintes. Et donc si tu te prends refuge dans la bière ou dans l'internet, tu n'as pas la possibilité de l'embrasser. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément remué. Et le dernier point, c'est l'action engagée. Ce que j'ai aimé des gardiens de la terre, c'est cette notion, en espagnol, nous parlons de méditation. Donc ces deux mots ensemble, méditer et agir. En même temps, et c'est pas assez de contempler et c'est pas aussi suffisant d'être activiste. Je connais beaucoup de gens qui contemplent et beaucoup de gens qui sont des activistes, mais la fonction de ces deux tendances, c'est l'essence de ce qui me plaît énormément dans cette communauté. Et je terminerai par dire que, en tant que membre d'Adaptation Profonde, qui est un mouvement qui est regarde l'inévitabilité de l'effondrement de cette société de manière assez imminente. Nous travaillons avec des concepts divers et il y en a une, c'est l'idée de renforcer la résilience. Et la résilience, c'est pas seulement avoir que manger, mais c'est conserver les valeurs comme la compassion, l'amour, le respect. Ça me paraît fondamental. Et l'autre partie de ce que nous faisons dans l'adaptation profonde, c'est la réconciliation. Ça veut dire accepter, ça veut dire faire la paix. Faire la paix avec la terre, avec nos ennemis. Frère Michael en a parlé aussi, et les gardiens de la terre, ça me paraît le lieu parfait pour faire ça. Je ne vais pas aller plus loin dessus, et je suis encore désolée pour les interprètes d'avoir parlé si rapidement. Merci Nando. Donc je vais parler en anglais. Donc
je laisse un peu de temps pour que les gens puissent changer votre traduction. Donc merci Nando de nous rappeler l'importance d'amener ensemble l'aspect contemplatif, méditatif avec l'action. Et ensuite, lorsque nous avons ces deux aspects, alors ça crée quelque chose qui peut porter des fruits, qui peut amener à maturation des choses pour le monde entier. Donc, c'est la fin de notre session. Je crois que c'était une session merveilleuse pour tous ceux d'entre nous qui sont encore là. Merci infiniment d'être restés. Merci Chaya. Je ne sais pas, peut-être c'est 1h du matin. Merci d'être ici avec nous. Et nous te souhaitons une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est la fin, mais c'est aussi le début de quelque chose d'autre. Et en juin, certains d'entre vous le savent déjà, mais nous allons avoir la retraite de la terre au village des Pruniers en France. Donc les enregistrements sont ouverts, donc vous pouvez aller sur notre site web français et nos sites web anglais pour vous enregistrer si vous voulez venir. Si vous êtes déjà venu quelques fois et que vous voulez nous donner un coup de main au village des Pruniers et faire partie des volontaires, vous pouvez également vous enregistrer sur le site en anglais. Nous avons également, donc à propos des 8 réalisations des grands êtres, je ne sais pas si vous le savez, mes frères Faphai, qui est un de nos frères aînés, a écrit un livre merveilleux sur ces 8 réalisations des grands êtres. Donc si vous parlez anglais, c'est merveilleux avec beaucoup d'humour à l'intérieur. Donc c'est un merveilleux livre. Si vous voulez aller plus en profondeur dans cette sutra, que vous pouvez également trouver sur notre site web. Et enfin, nous allons avoir 6 semaines, un cours spécial de 6 semaines qui est basé sur le dernier livre, Le Zen et l'art de sauver la planète, que vous pouvez trouver en français, en anglais, en espagnol et j'imagine en beaucoup d'autres langues. Et ce cours va être lancé au printemps. Et donc probablement en mars, nous allons organiser le même type de session avec des membres de ce cours, monastiques et laïcs, pratiquants, qui vont partager profondément sur ce sujet et sur ce livre. Donc je ne sais pas, Heidi, est-ce que tu as... Oui, si tu peux partager des liens pour les gens qui peut-être ont envie de se joindre à nous, les gardiens de la Terre, les Earth Holders en anglais. J'ai pas vu beaucoup de partage sur la boîte de chat, donc peut-être que, puisque nous sommes déjà en retard, nous pouvons finir ici. Mais s'il vous plaît, si vous voulez partager quelque chose, si vous avez des réflexions, des questions, peut-être vous pourriez aller sur le site des gardiennes de la Terre. Je pense qu'il y a les contacts, les emails, et vous pouvez écrire en français ou en anglais et en espagnol, parce que je pense que Mayra et peut-être Simona, je ne sais pas si tu parles également espagnol ou pas. Donc ils seront capables de vous répondre en espagnol. Et pour le français, vous pouvez aller aux gardiens de la Terre et vous faites la même chose, vous pouvez nous contacter. Et ouais, si vous avez des sujets, des réflexions, des questions sur notre session d'aujourd'hui, ou si vous voulez vous joindre à nous et vous ne savez pas comment le faire, alors vous pouvez aussi nous envoyer des emails. Et pour les Abraçadores de la Tierra, ils n'ont pas encore un site web, mais ils sont sur Facebook. Donc vous pouvez les rejoindre et voir ce qui se passe pour les hispanophones, la Sangha hispanophone. Donc c'est fini. Donc je pense que je voudrais encore remercier
tous nos panélistes. Je voudrais remercier et me prosterner profondément devant Michael. Oh, coucou! Merci de nous permettre de ton petit garçon, oui? Ah. Et donc nous allons nous voir à nouveau à la mi-mars. Nous allons organiser le même type de session et en espérant que vous serez inspirés à vous joindre à nous. Donc merci à nouveau à tous d'être ici jusqu'au dernier moment. Et Aude, si je voudrais t'inviter à partager 3 sons de la cloche pour mettre fin à notre session. Merci à tous du fond de mon cœur. Merci, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci, bye à tout le monde.